Bonjour, mes chers collègues de français. Moi, je me présente, Selima Poulintra-Piban. Je suis enseignante de français à l'Université Prince de Songkla, campus de Pattani. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un travail de recherche que j'ai mené avec une collègue du campus de Phuket, Madame Kesini Chaisi. Notre travail porte sur l'apprentissage actif pour les apprenants de français langue étrangère des écoles secondaires dans le sud de la Thaïlande. Le plan de la communication, je vais commencer par la problématique d'étude suivie des objectifs de la recherche. Je parlerai aussi de la méthodologie de recherche et je vais vous montrer les résultats de recherche et à la fin, je terminerai avec la conclusion et les recommandations. En Thaïlande, l'enseignement du français langue étrangère a lieu pour l'essentiel au sein de deux grandes institutions, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Au niveau secondaire, l'apprentissage du français est proposé de manière optionnelle aux côtés du chinois, du japonais, du coréen, de l'arabe, du malais et de l'allemand. Cet apprentissage est obligatoire comme deuxième langue étrangère lorsque les élèves suivent la filière lettres. Autrement dit, au-delà des matières du tronc commun, ils doivent choisir en option l'une de ces langues qu'ils étudieront pendant les 3 années, allant de la classe de seconde jusqu'à la terminale vers 17 ou 18 ans. Le programme de cours offerts aux lycéens de la filière lettres diffère d'une école à l'autre. Dans certaines écoles, au-delà des cours de français fondamentaux, sont proposés des cours de spécialité comme le français du tourisme, le français pour la créativité, le français pour se distraire, le français pour la connaissance de la France et sa culture, le français pour la gastronomie et le français à orientation scientifique. Le volume horaire hebdomadaire de chaque cours de spécialité est laissé à l'appréciation des écoles. Mais durant un semestre de 15 semaines, les élèves doivent suivre environ 90 périodes de 50 minutes, soit 6 heures par semaine de français. À la fin de parcours d'études secondaires, les lycéens de la filière lettres auront donc suivi près de 500 heures de français si c'est l'option qu'ils avaient choisie. D'après les statistiques des bureaux pour le développement du français en Thaïlande, en 2019, le français est enseigné dans environ 198 écoles secondaires publiques et privées, toutes régions confondues, au sein desquelles on ressent à peu près 26 700 élèves et 360 professeurs. Au niveau du sud de la Thaïlande, les 21 écoles où est enseigné le français sont réparties dans l'ensemble des 14 provinces. On y compte environ 2000 élèves et 34 professeurs. Et en Thaïlande, le ministre de l'Éducation nationale dirige la pédagogie active dans tout niveau d'enseignement. La pédagogie active, communément dite en Thaïlande active learning, est mise en œuvre dans le contexte de l'enseignement secondaire et supérieur thaïlandais depuis le début des années 2010. C'est une approche de l'enseignement qui engage les étudiants dans une tâche et vise à les faire réfléchir sur ce qu'il faut. L'apprentissage actif a pour objectif de permettre aux étudiants de faire siennes les connaissances et d'atteindre un niveau de compréhension et d'intégration qui en favorise l'utilisation dans les situations appropriées. En plus, une directive ministérielle indique que l'enseignement des langues au niveau secondaire se réfère au cadre européen commun de référence pour les langues ou CECRL. Comme il est notoire, les principes fondamentaux du CECRL se fondent sur la perspective actionnelle en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant
d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières dans un environnement et des circonstances données, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Les activités langagières s'inscrivent à l'intérieur d'actions en contexte social qui seul leur donne leur pleine signification. Dans le contexte de l'enseignement des langues étrangères en Thaïlande, un certain nombre de recherches témoignent des avantages de l'apprentissage actif mis en place dans le cadre de différents cours. Pourtant, d'après notre revue de la littérature, l'apprentissage actif ne donne pas des résultats aussi probants dans l'enseignement du français au niveau secondaire, en particulier dans les régions du sud de la Thaïlande. C'est la raison pour laquelle la présente étude vise à étudier la situation de l'apprentissage actif dans cette région avec l'objectif ultime d'identifier les moyens et stratégies pour améliorer l'enseignement du français au niveau secondaire en Thaïlande. Les objectifs de la recherche sont d'abord, d'étudier si les enseignants utilisent ou non l'apprentissage actif dans leur enseignement du français dans le sud de la Thaïlande. Ensuite, d'étudier dans l'ensemble des écoles dans le sud de la Thaïlande le degré d'utilisation de chacune des différentes méthodes d'apprentissage actif. Et enfin, d'étudier les problèmes rencontrés dans l'apprentissage actif par les apprenants du français langue étrangère dans les écoles secondaires du sud de la Thaïlande. Pour la population de notre recherche, la population étudiée comprend environ 2000 élèves étudiant le français en classes de seconde, première et terminale et 34 professeurs de français au sein de 21 écoles secondaires réparties dans les 14 provinces du sud du pays. Et la recherche a été menée auprès de 601 sujets élèves des 3 niveaux d'études au cours du premier semestre de l'année scolaire 2020 et 2021 de toutes les 21 écoles. Mais de la part des professeurs, 26 professeurs ont participé à cette étude. Pour l'approche méthodologique choisie pour cette recherche, c'est une méthode multicast comprenant la collecte de données à la fois qualitatives et quantitatives. 3 grands types d'outils ont été mobilisés. Nous avons d'abord eu recours à des questionnaires envoyés par courrier ou bien distribués sur place aux élèves participants et aussi aux professeurs. Nous nous sommes ensuite appuyés sur des entretiens personnels et enfin des observations de classe ciblées sur les activités d'apprentissage en classe ont été réalisées. Pour le questionnaire utilisé comprenait 3 parties. La première concernait des données personnelles telles que l'âge et le niveau d'études des répondants. La deuxième partie portait sur 2 questions. D'une part, il s'agissait du type de méthode d'apprentissage actif auquel les participants devaient indiquer le degré de fréquence d'utilisation en classe sur une échelle de Likert à 5 niveaux. Dans cette partie, la liste des 25 méthodes et techniques d'apprentissage actif a été élaborée à partir des informations de notre revue de la littérature. Nous avons sélectionné ceux qui nous paraissent les plus possiblement praticables dans l'enseignement des langues. Et d'autre part, nous avons posé une question ouverte sur les problèmes rencontrés lors de l'utilisation des méthodes évoquées. La troisième et la dernière partie était consacrée aux perceptions des méthodes de l'apprentissage actif. Des affirmations relatives aux avantages et profits de l'apprentissage actif étaient soumises aux répondants pour lesquels ils devaient indiquer leur degré d'adhésion sur une échelle de Likert à 5 niveaux. Pour les résultats de recherche, cette recherche nous permet d'observer
une certaine homogénéité dans l'utilisation des méthodes de l'apprentissage actif dans l'enseignement du français au niveau secondaire. Dans cette communication, nous allons présenter seulement le degré d'utilisation des méthodes d'apprentissage actif d'après les élèves et les problèmes rencontrés dans l'apprentissage actif chez les apprenants de français des écoles secondaires du sud de la Thaïlande. Voici le tableau des résultats de recherche. Ces résultats du tableau 1 sur le degré d'utilisation des méthodes et techniques d'apprentissage actifs nous permettent de remarquer que la plupart des méthodes d'apprentissage actif dont le degré d'utilisation est élevé comptent parmi les plus familières dans l'enseignement et l'apprentissage d'une langue et sont celles qui présentent des risques faibles, tels que l'apprentissage par recherche d'informations, l'apprentissage par discussion et échange, l'autocorrection de travaux, le remue-ménage, l'exposé, l'auto-apprentissage et révision. En principe, les méthodes à risque faible impliquent des activités de courte durée, très structurées et facilement contrôlées par professeurs. Pour effectuer ces tâches, les étudiants ont accès au contenu pédagogique par le biais des ressources fournies par le professeur comme les cours magistraux, les notes de cours, le manuel, les sites web, etc. Les interactions entre les étudiants du groupe et entre les étudiants et le professeur sont très encadrées. A contrario, les méthodes moins employées comprennent d'une part celles difficiles à mettre en place ou à gérer, ou celles à risque élevé, et d'autre part celles qui s'appuient sur le matériel technologique. Comme l'indique Eson, les méthodes à risque élevé impliquent des activités de plus longue durée, moins structurées et dont le contrôle est davantage exercé par les étudiants. Ceux-ci sont moins familiers avec le contenu. Ils doivent, entre autres, effectuer des recherches pour obtenir l'information nécessaire pour réaliser la tâche. Les interactions entre les étudiants et entre les étudiants et le professeur sont peu structurées. Ainsi, si le matériel n'est pas disponible ou directement prêt à utiliser et s'il nécessite une charge de travail supplémentaire au niveau de la préparation du cours, les professeurs pourront hésiter de mettre en place de telles méthodes d'apprentissage. Quant aux difficultés auxquelles les élèves font face pendant l'apprentissage actif, le manque de coopération au sein du groupe entre élèves constitue le problème le plus souvent évoqué. Lorsqu'ils doivent travailler en groupe ou en pair sur un projet ou sur un exposé, par exemple, des conflits apparaissent au niveau du partage des tâches. Certains ne font pas le part du travail, ils rencontrent aussi des problèmes à faire aboutir le travail. Un autre problème important porte sur le manque de connaissances linguistiques et langagières, ainsi que sur le manque de compétences communicatives. Certains regrettent que la connaissance lexicale en français ne soit pas suffisante pour participer activement à certaines activités. D'autres indiquent que les compétences en matière d'écoute est médiocre. Par exemple, ils ne sont pas capables de comprendre les paroles d'une chanson ou les dialogues d'un film et qui ne sont donc pas en mesure de répondre aux questions posées. En outre, le manque de confiance en soi et la timidité posent un problème central aux élèves dans quasiment toutes les activités de l'apprentissage actif, comme le jeu de rôle, l'exposé, la discussion. Beaucoup n'osent pas s'exprimer de peur de faire des fautes et de provoquer des rires des camarades. Ce manque de confiance en soi amène certains élèves à se sentir incapables d'exprimer des idées, de raisonner ou d'argumenter publiquement.
Il nous semble que ces problèmes de confiance en soi et de timidité ou de peur de s'exprimer se posent chez les apprenants de français en Thaïlande depuis de longues années sans solution. Un autre problème survient au moment de la mise en commun des idées et des opinions. Les apprenants ne partagent pas toujours les idées des autres membres du groupe et parfois ils ne parviennent pas à se mettre en accord entre eux. C'est la raison pour laquelle certains préfèrent en définitive rester en retrait lors des activités telles que le remue-ménage, l'apprentissage par pair ou la carte montagne, en abandonnant la prise de décision au leader du groupe. Le manque de créativité et d'esprit analytique présente également un obstacle chez une partie des élèves de français du sud de la Thaïlande. Plusieurs déclarent qu'ils ne se sentent pas à leur aise avec les activités qui demandent de la créativité ou de l'analyse de leur part, comme dans le remue-ménage, le jeu de rôle, la discussion autour d'une vidéo. L'hétérogénéité des élèves au sein de certains groupes constitue un autre problème pour l'apprentissage actif. En général, toute classe est hétérogène car composée d'élèves différents les uns des autres sur de nombreux points, et notamment car leurs zones proximales de développement ne sont pas identiques au même moment. Lors de la réalisation des tâches, certains élèves peuvent atteindre le but fixé sans que cela ne nécessite un important effort cognitif de leur part, alors que d'autres, plus faibles, ne peuvent pas y arriver sans soutien extérieur des autres membres du groupe. Ces situations provoquent un manque d'implication et de motivation dans la tâche et en conséquence une résignation ou un ennui et même de l'agressivité de la part de certains élèves en situation de frustration. Vu l'hétérogénéité des élèves dans le groupe classe, la gestion du temps pour effectuer les activités et tâches semble aussi problématique tant de la part des élèves que des professeurs. Plusieurs élèves de français des écoles secondaires critiquent que des fois leurs amis, et en particulier ceux de niveau faible, prennent trop de temps ou retardent dans certaines activités. Ils doivent les attendre. D'autres se plaignent d'un manque de temps de leur part. Par ailleurs, un certain nombre d'apprenants affirment avoir eu des difficultés dans la recherche d'informations pour réaliser leurs tâches. Quand ils n'y arrivent pas, ils finissent par abandonner leur participation et leur collaboration au groupe et laisser leurs amis chercher les informations à leur place. Parallèlement, certains élèves admettent que le manque d'effort de leur part et leur paresse constituent un problème à l'apprentissage tant qu'en classe qu'en dehors de la classe. Des fois, soit par démotivation parce qu'ils ne se sentent pas au niveau et qu'ils ne se sentent pas soutenus, soit par paresse, ils se lancent, par exemple, dans une forme de résistance, préférant demeurer passible plutôt que de participer aux activités en classe. Une forme de censure des idées des élèves de la part des enseignants est un autre problème soulevé. Quelques-uns disent que certains de leurs professeurs n'acceptent pas leurs opinions et ne leur permettent pas de s'exprimer librement. Ils les brident trop dans leurs activités. Au-delà des problèmes humains et sociaux, éducatifs, plusieurs élèves évoquent parmi les principales limites à l'apprentissage actif des problèmes logistiques et technologiques. Une salle de classe mal aménagée, du matériel technologique comme les ordinateurs, les tableaux interactifs, les projecteurs, en mauvais état, non disponibles ou en quantité insuffisante, une mauvaise qualité de la connexion Internet et le faible signal Internet représentent des entraves importantes au bon déroulement de certaines méthodes d'apprentissage actif. Les horaires rigides de travail, les programmes trop chargés et des classes trop nombreuses sont aussi des obstacles à l'application de cette forme
de pédagogie. Voici les problèmes d'apprentissage actif qui sont survenus chez les élèves du français langue étrangère dans les écoles secondaires du sud de la Thaïlande. Ils peuvent être regroupés en 3 catégories, ceux dus aux élèves, ceux dus aux professeurs et ceux dus au matériel. Certains de ces problèmes sont récurrents, inquiétants, souvent difficiles à gérer et à résoudre. Pour conclure, le premier acteur qui peut intervenir dans ces problèmes sera le professeur, bien sûr. Celui-ci doit être prêt à se remettre en question, tant dans son rôle joué en classe que du point de vue de ses connaissances et de ses compétences. Pour mener à bien la pédagogie active dans l'enseignement du français, plusieurs recommandations pour le professeur ont déjà été formulées par plusieurs auteurs, chercheurs. Par exemple, le professeur devrait diminuer la quantité du contenu abordé en classe en vue d'augmenter la qualité d'apprentissage des contenus retenus. Il doit laisser les élèves s'exprimer et accepter et respecter leurs idées et avis. Le professeur devrait avoir confiance en ses capacités. Il devrait aussi s'intervenir plus pour aider les élèves lors de leur recherche des informations pour réaliser leurs tâches. Le professeur devrait aussi créer l'enthousiasme et soutenir la motivation des apprenants. Il devait recourir à différents types de méthodes et varier le rythme de façon à maintenir l'attention et à éveiller l'intérêt des apprenants. Il devrait adopter de nouveaux environnements socio-technologiques et il devrait jouer un rôle de facilitateur et aussi médiateur si nécessaire lorsque le conflit survient dans le couple. Merci de votre attention. ขอบคุณค่ะ